Alors, bonsoir. Là, c'est la table ronde où on a voulu réunir des artistes et des militantes et militants qui ont participé ou contribué à toute cette réflexion. À ma gauche, Franck Ololia, porte-parole de la brigade antinégrophobie, responsable de cette horrible attaque contre Colbert. Tu nous en parleras, qu'on a vu. À ma droite, alors tu es membre des filles de Blédard, Mariam. Ensuite, Olivier Marbeuf, qui est artiste, curator et on dit commissaire, pardon, commissaire, ah bon, curator, écrivain, producteur aussi. Et Ivan Argot, qui est artiste et qui a fait notamment autour de Gallieni, il a enlevé Gallieni et fait d'autres interventions sur des statues dans les Amériques de Christophe Colomb. Mais auparavant, on va faire passer un enregistrement, parce que c'est peut-être mieux de le faire maintenant, de Gé Hassani, qui est une jeune militante martiniquaise du groupe Marron, qui a participé à faire tomber la statue de Schellcher, celle du 22 mai. On ne pouvait pas la faire venir, mais elle nous a envoyé une intervention. Donc Gé Hassani du groupe Marron. Donc pour revenir sur le déboulonnage, le déchoucage, comme on dit chez moi, des statues de Victor Schellcher, Joséphine et des Nambucks, il faut savoir que c'est une action qui a été menée principalement par des jeunes Martiniquais. Et tout simplement parce que on ne supporte plus du tout d'être entouré de ces symboles-là. Je pense que la génération avant nous, ou celle de nos parents, n'avait pas vraiment conscience de ce que ça représentait. Et donc nous, avec Internet, on a accès à beaucoup plus de choses qu'eux. Et donc on fouille beaucoup, on cherche beaucoup. Et donc on est très au fait de notre histoire. Et c'est pour ça que c'est de plus en plus insupportable, en fait. Quand on ne sait pas et qu'on passe à côté d'un génocidaire, on ne sait pas, ça ne nous fait rien. Par contre, une fois qu'on a l'information, ça devient même insultant, ne serait-ce que de lever les yeux pour regarder cette statue-là, qui est la plupart du temps en plus surélevée, vraiment à 3 mètres, 4 mètres de haut. Je pense surtout à celle de Denambuc. Et donc, on sait aussi que d'autres associations avant nous, pour le peu de personnes qui étaient au courant d'à quel point ces symboles-là sont problématiques, ils ont fait la demande, en fait, à ce que ce soit enlevé. Ils ont écrit des courriers. Il y a beaucoup d'associations qui ont écrit des courriers, qui ont demandé au maire gentiment, qui ont demandé à gauche, à droite. Et il n'y a vraiment absolument rien qui a été fait. Donc nous, sachant tout ça, on s'est dit qu'il fallait être un peu plus radical, puisque quand on demande gentiment, on ne nous entend pas, donc ça ne sert à rien de demander gentiment. Si vraiment c'est quelque chose qui nous oppresse quotidiennement, on va et on l'enlève, en fait. C'est ce qui s'est passé. Et on est dans une société en Martinique où les gens ne veulent pas parler d'esclavage. Ils disent souvent que l'esclavage est terminé, il faut passer à autre chose. On aimerait bien passer à autre chose, mais pourquoi dans l'espace public, on a encore le premier homme à avoir colonisé vraiment la Martinique, à avoir génocidé les Amérindiens et avoir commencé le commerce des corps africains. Donc pourquoi, si effectivement tout ça c'est du passé et qu'on n'en parle plus, pourquoi ces symboles-là sont encore là? Donc c'était totalement incohérent. Et puis il faut savoir que c'est une action aussi qui s'est inscrite à la suite de nombreuses manifestations en Martinique, des manifestations pour dénoncer l'empoisonnement au chlordécone. Et là encore, on est encore dans le même thème, j'ai envie de dire, puisque c'est un autre crime colonial, pour moi, ce qui s'est passé, ce qui se passe encore en Martinique, puisque c'est les Békés qui ont eu l'accord, qui ont eu des dérogations de la France, les Békés qui sont les descendants esclavagistes, je précise pour ceux qui ne savent pas. Donc les descendants de l'esclavagiste ont eu des dérogations de la France pour utiliser un produit qui était interdit partout sur Terre, même en France, mais la France a donné l'accord d'utiliser ce poison en Martinique et en Guadeloupe. Et du coup, aujourd'hui, en 2021, 92% de la population est empoisonnée. Donc, pour nous, c'était encore la continuité de défier cette espèce d'autorité coloniale qui, au-delà même de nous oppresser, essaye véritablement de nous tuer. Et c'est aussi pour ça qu'après avoir abattu, si je puis dire, la statue de Joséphine, on a décidé de la remplacer par un bac de permaculture, puisque la permaculture, c'est des choses sur lesquelles on a pu se former pendant le confinement. Et c'est aussi beaucoup de techniques pour planter hors sol. Et donc, pour revenir sur l'empoisonnement au chlordécone, tout ce qui pousse sur les terres empoisonnées, il y a énormément de terres en Martinique qui sont empoisonnées. Et la nourriture est aussi empoisonnée. Donc, il faut absolument non seulement qu'on investisse le peu d'endroits en Martinique qui n'a pas été pollué par la chlordécone, mais
qu'on puisse mettre en place des techniques pour pouvoir planter sainement. Et la permaculture, c'est exactement ça. Donc, on a pu, donc avec Joséphine, ce qu'on a fait avec le socle de la statue qui restait, c'était de le remplir de déchets naturels, donc des noix de coco, des feuilles et tout ce qui peut aider en fait à faire pousser. Et on a construit un bac de permaculture à la place de ce symbole qui nous oppresse en fait. Joséphine, c'est l'une des femmes qui était responsable du fait qu'on rétablisse l'esclavage en Guadeloupe alors qu'il avait été aboli. Enfin, là aussi, on ne comprend pas pourquoi il y aurait une statue de cette femme et on trouve ça beaucoup plus logique qu'il y ait un bac de permaculture du coup qui donne accès à une nourriture saine à tout le monde en fait. C'était pas quelque chose qu'on a construit pour quelqu'un spécifiquement, mais pour que tout le monde y ait accès, veuille, vienne et prenne ce qui pousse là en fait. Et donc voilà, c'était une façon pour nous de faire ce qu'on appelle du permactivisme, donc de lier la permaculture à nos actions de militants en fait, de tous les jours. Et aussi c'est beaucoup plus apaisant pour nous et beaucoup plus intéressant de voir sur l'espace public un bac de permaculture dans lequel il y a de la nourriture saine qui pousse plutôt qu'une espèce de statue qui est au final très très oppressante. Donc pour toutes ces raisons, voilà, on a fait ça et on continue aujourd'hui à installer des bacs de permaculture pour les gens qui le souhaitent et pour avoir la possibilité de manger sainement sur cette île. Et donc voilà, c'est tout ça, c'est effacer cette espèce de vision coloniale qu'il y a sur toute l'île et essayer de la remplacer par quelque chose de plus logique, plus adapté, qui nous parle plus et surtout quelque chose qui peut nous faire du bien. Voilà, c'était toutes ces raisons qui nous ont poussé à mener ce combat-là. Et pour un peu revenir sur Victor Schœlcher, du coup, parce que j'en ai pas parlé, du coup, ce qu'on a fait, du coup, c'était le 22 mai. Donc, abattre les statues de Victor Schœlcher le 22 mai, c'était très symbolique pour nous, puisque c'est la date de l'abolition de l'esclavage. Et chaque abolition, on nous parle tout le temps de Victor Schœlcher, Victor Schœlcher, Victor Schœlcher. Et jamais on nous parle du rôle de nos ancêtres pendant cette période-là, alors que Victor Schœlcher n'a fait qu'arriver sur une île où il y avait déjà beaucoup de révoltes au final, pour pouvoir signer un document rapidement, pour ne pas que le sort des esclavagistes soit le même que chez nos voisins de Barbade, de Sainte-Lucie. C'est-à-dire qu'on leur a coupé la tête aux colons dans les îles voisines. Mais chez nous, ils ont envoyé Victor Schœlcher pour qu'il puisse justement apaiser les choses avec son décret d'abolition qui, bon, aujourd'hui, on sait très bien que c'était pas une véritable abolition, mais c'était juste quelque chose pour nous calmer. Et donc, en abattant Victor Schœlcher le 22 mai, on a vraiment voulu redonner la place à nos ancêtres dont on ne parle jamais, ni dans l'espace public, ni dans nos bouquins d'histoire. On ne parle jamais du rôle, en fait, qu'ils ont joué dans notre propre libération. Moi, je refuse de croire que si aujourd'hui je suis libre, c'est grâce à Victor Schœlcher. C'est pas du tout un discours que je donnerai à mes enfants. Et c'est pas ce qui s'est passé en fait. Et donc on a parlé de l'esclave romain qui est à l'origine de toutes les révoltes qu'il y a eu sur le nord atlantique de l'île et qui ont au final embrasé toute l'île. Et donc c'était important pour nous de ne pas simplement dire bon, Schœlcher, c'est pas lui qui a fait le travail, mais surtout dire ben, voilà ceux qui ont fait le travail. On a vraiment mis un point d'honneur sur l'ancêtre romain qui avait été mis en prison parce qu'il avait défié l'autorité coloniale qui lui avait interdit de jouer du tambour. Alors que jouer du tambour, pour nous, c'est comme respirer. Et il a quand même joué du tambour et du coup, il a été emprisonné. Et les personnes qui étaient venues le soutenir ont été fusillées. Et c'est ce qui a mené aux révoltes et c'est ce qui a mené à la libération des gens en Martinique. Et non pas Victor Schœlcher qui vient avec sa paperasse. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le déboulonnage de ces 3 statues-là. Voilà. Voilà, donc c'était G. Hassani qui a enregistré ça pour cette soirée. Hein. Donc moi, j'ai juste une question. Je vais juste poser une question aux 4 personnes qui sont là. C'est pour elles, ce que représentent ces statues et qu'est-ce qu'elles pensent qu'il faudrait en faire. Voilà. Et à chacune à partir de leur pratique expérience. Je vais commencer par Franco, puisque tu es à côté de moi, à ma gauche. Vas-y.
Alors, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce que je pense de ces statuts coloniales, précisons-le, c'est déjà, nous, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Brigade Anti-Négrophobie, je suis porte-parole, et c'est vrai que nous, on a un concept autour de la colonisation qui est peut-être un peu novateur, c'est le concept de neurocolonisation, qui dit qu'on colonise directement les esprits, et on pense que les statuts coloniales participent à cette colonisation mentale. Et c'est des choses qui sont totalement imperceptibles à l'œil nu. Ça veut dire qu'il faut considérer qu'il y a une guerre raciale qui est en train de s'accomplir au niveau mental et qui a besoin pour se faire, en tout cas par les dominants, de nous dominer mentalement par des stéréotypes, des représentations telles que les statuts, des choses qui ne paraissent pas, mais elles ne font pas que nous dominer nous. Elles cherchent aussi à acquérir le consentement donc, de ce qu'on appelle les Blancs. C'est-à-dire que c'est comme quand on voit, par exemple, comment je peux expliquer ça ? Quand on voit, par exemple, l'histoire des os humains, on parle souvent, et c'est ça que j'appelle un anticolonialisme de façade, de construction du sauvage, mais la construction du sauvage ne peut pas aller sans la construction du civilisé. Ça veut dire que ça va toujours de pair, mais on montre qu'un seul versant de l'histoire, de manière à occulter toujours la responsabilité du blanc dedans. Le blanc, pour pouvoir être perçu comme un civilisé, a besoin de construire le sauvage et donc a besoin notamment du noir, puisqu'on sait que le blanc est une invention qui est le frère jumeau légitime par rapport au noir qui est légitime. Les deux sont des inventions qui arrivent en même temps. Et à mon avis, comme ça, de manière assez imagée, le blanc, en termes de pouvoir, a besoin du noir pour créer une distance psychologique, idéologique, qui lui permet, insurmontable, qui lui permet de se sentir supérieur. Donc ça relève presque de la maladie psychiatrique, et je dis presque en fait, je ne devrais même pas dire presque, c'est une maladie psychiatrique qui fait qu'il ne peut pas s'élever sans rabaisser l'homme noir. On ne le perçoit pas, mais tous les codes qui sont lancés dans la société, les stéréotypes qui sont créés, etc., c'est-à-dire le stéréotype, à la base, c'est quelque chose de neutre. Hein. Neutre, disons, quelque chose qui n'a pas une vocation à nuire, etc. La vocation du stéréotype peut être positif ou négatif. Il faut se rendre compte que pour les Blancs, même s'ils ne s'en rendent pas compte, pendant qu'on est en train de construire le sauvage, on est en train de leur envoyer des stéréotypes positifs. Ils sont représentés totalement positivement. Donc les Blancs sont aussi enfermés par le racisme d'État dans un stéréotype, mais sauf que ce stéréotype est positif, tandis que les Noirs, pour parler des Noirs, parce que c'est comme ça que le racisme d'État m'a défini, mais il y a d'autres catégories de couleurs qui sont aussi définies, ils sont enfermés dans des stéréotypes extrêmement négatifs. Et donc, les statuts rentrent pour moi dans cette notion, pour le comprendre d'un point de vue pratique, dans cette dimension, pour le comprendre d'un point de vue pratique. Il y a le meurtre de George Floyd qui a eu des répercussions mondiales et qui a fait beaucoup de bruit et qui a aussi, à mon sens, révélé toute une hypocrisie d'un mouvement antiraciste ou d'un antiracisme soudain, parce que ça montre qu'il faut que la population voit cette pornographie visuelle pour croire en ce qu'elle savait déjà, en fait. Et donc, on est dans pour moi, l'expression la plus infernale du racisme, là où on croit qu'on est en fait dans une évolution. C'est-à-dire qu'il faut que les gens voient cette pornographie pour se dire, alors qu'ils savent très bien que ça existe. Et donc, ce que je veux faire comprendre, c'est en quoi les statuts, les stéréotypes, tout ça sont liés. C'est qu'il faut comprendre que si Derek Chauvin n'a pas une autorisation écrite dans le marbre de la loi du pouvoir blanc de tuer George Floyd, il a eu une autorisation psychologique qui est écrite depuis plus de 5 siècles sous la forme de stéréotypes qui sont moulés, qui sont forgés dans les moules de la colonisation et sans cesse modernisés. C'est-à-dire que le sauvage d'hier, après est devenu par exemple le bon sauvage de Banania, le sauvage cannibale qu'on voit dans Tarzan par exemple, le bon sauvage de Banania. Après, je vais épargner certaines personnes parce que des films qui ont énormément de succès, c'est le bon sauvage modernisé, hein, un film qui a eu énormément de succès. Comme je n'ai pas envie de donner l'impression d'attaquer Non, je ne suis pas là-dedans. Mais ce que je vais faire comprendre, c'est qu'il y a une évolution de ces sauvages. Et par exemple, l'insécurité,
un peu comme aux États-Unis, la guerre de la drogue, etc. Ce sont des noms codés, ce qu'on appelle le sifflet à chien ou le sifflet ultrason. C'est-à-dire c'est des messages codés qui sont envoyés pour paraître démocratiquement acceptables, mais qui déclarent, par exemple, pour la guerre contre la drogue aux États-Unis, la guerre contre les Noirs. Maintenant, il y a des analyses sociologiques qui le montrent. Et l'insécurité, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est le sauvage d'hier qui est rentré dans cette enveloppe-là, etc. Et ce que je vais faire comprendre, c'est que tous ces messages codés sont là pour perpétuer une guerre raciale qui maintenant est cachée sous le masque de la démocratie. Et donc, par exemple, la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale, qu'on est allé non pas attaquer, parce que c'est là où il y a eu une incompréhension de Macron et tout ça. C'est-à-dire que nous, on a été restitués, en fait, dépendre d'une histoire qui a été oubliée, en fait, puisqu'il avait dit qu'on doit assumer la totalité de notre histoire. Donc nous, on l'a aidé, en fait, à restaurer quelque chose de plus complet, puisque effectivement, il n'y avait que la dimension qui présentait le blanc comme quelqu'un de majestueux, etc., oubliant tous les crimes contre l'humanité négro-africaine et afrodescendante qu'il avait perpétrés, puisque Colbert est quand même le père de la négrophobie d'État, qui n'a pas de nom, c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui avons dû la nommer. Le racisme anti-noir n'existe pas. On sait en spiritualité, ce qu'on ne nomme pas n'existe pas. Donc, je veux dire par là, tous ces crimes-là n'ont pas été commis, puisqu'il n'y a rien qui les nomme. Et donc, voilà, il est le père de la négrophobie d'État, parce il faut comprendre que le problème du Code noir, c'est qu'il donne la preuve que l'État était impliqué. Ce n'est pas une affaire privée, c'est l'État qui institutionnalise le viol, le meurtre des personnes qu'il a définies comme noires, et qui les déclare bien meubles et tout ce qui s'ensuit. Il est aussi donc le père du Code noir. Et donc, quand il est devant l'Assemblée nationale, là où les gens sont là, parce que c'est bien, j'entends des discours où on est là et on reprend un peu comme des perroquets, mais c'est pas parce qu'on est bête. C'est-à-dire, le propre de la propagande, c'est ça. C'est-à-dire qu'il rentre dans notre esprit de manière à nous faire transporter des pensées qu'on croit être les nôtres, mais qui ne sont pas les nôtres. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand on voit la statue de Colbert, beaucoup parlent, oui, mais de l'art, de l'histoire, de tout ça. Non. En fait, vous avez une présence statuifiée d'un homme qui a été l'auteur d'un texte qui a légitimé le crime contre l'humanité perpétré contre les personnes d'origine négro-africaine et afrodescendante. Et donc, ça veut dire que l'État français d'aujourd'hui, donc de 2021, on va être bientôt en 2022, se sert de Colbert et le ventriloque de Colbert et lui fait dire tout haut ce qu'il pense tout bas. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'Assemblée nationale est soi-disant la maison du peuple, le siège de la démocratie, et ça sous-entend très clairement que les personnes que le racisme d'État a définies comme noires ne font pas partie du peuple, de l'humanité, ou etc., sont toujours exclues de l'humanité, même si ce n'est pas dit comme ça, mais c'est clairement explicité dans le non-dit de la présence de Colbert et tout ce qui s'ensuit. Et tous ceux qui supportent cela, donc moi je suis pas là pour les... Quand je dis les consensus, c'est pas que je veux faire genre... Ouais, je suis un radical, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire, mon but, c'est pas de savoir si on est d'accord ou pas. C'est vraiment de dire que voilà, la présence de Colbert permet de comprendre pourquoi le chlordécone a été déversé dans les Antilles, par exemple. Le chlordécone, c'est un pesticide qui, pour moi, a été détourné par l'État français comme une arme par destination pour perpétuer le crime contre l'humanité qui a commencé avec l'esclavage négrier et donc le trafic qui a donné cet esclavage-là. L'esclavage négrier, il faut comprendre, c'est le premier esclavage bâti sur le levier de la race, et en l'occurrence, c'est la race noire. C'est-à-dire, si on prend le concept que les Européens ont inventé et tout ce qui s'ensuit. Et donc, il faut comprendre qu'à force de rabaisser les gens à travers des images fausses, parce qu'il faut comprendre qu'un stéréotype, c'est quoi ? C'est l'utilisation d'un stimulus neutre, par exemple la couleur, qui est quelque chose de neutre, hein, voilà, qui est factuel, et de l'associer avec quelque chose d'idéologique et négativement idéologique.
Et la fusion des deux, une fois forgée, donne cet aspect négatif pour les Noirs ou positif pour les Blancs. Et donc, la présence de Colbert ou autre, pour moi, c'est au-delà de la pollution, etc. C'est carrément des baromètres intentionnels, des sentinelles qui sont postés à l'avant-garde de cette guerre raciale. Parce que tant qu'on ne les fait pas exploser, mais c'est métaphorique quand je dis exploser, j'invite personne à les faire exploser. Et donc, l'État sait qu'en fait, nos cerveaux sont encore verrouillés dans le sens de la collaboration. Il faut comprendre que tout ce qui est école, etc., ce n'est pas pour rien que c'est gratuit, etc. Je m'excuse de le dire. Hein. Dans un pays capitaliste, je veux dire, quand on vous donne quelque chose gratuitement, il faut vous poser la question. Et donc, voilà, je veux dire, les stéréotypes ou la capacité à uniformiser les cerveaux avec la propagande naissent probablement avec l'imprimerie. C'est-à-dire le moment où on peut imprimer des milliers de choses à l'identique, etc., et uniformiser la pensée, etc. Et donc, derrière ces statuts-là, pour moi, c'est au-delà d'une pollution visuelle, etc. C'est-à-dire que accepter la présence de ces statuts, c'est collaborer à l'acte de mort qui a été déclaré à notre rencontre. Et donc, c'est une question de survie que de les faire disparaître, ou etc. En tout cas, on ne peut pas laisser notre dignité être piétinée au grand jour et continuer à être complice de ce piétinement. Et donc, pour nous, c'est répondre à un acte de guerre et c'est rentrer dans la résistance. Alors, la même question. Que faire de ces statuts? Et puis, comme tu viens de Marseille, peut-être aussi le cas un peu à Marseille. D'abord, merci beaucoup à Ched et à la Flèche d'Or de me permettre de parler. Et puis, je vais essayer d'être digne et d'honorer ce panel de personnes très compétentes et brillantes. Et oui, donc moi, c'est plutôt dans le cas de Marseillais, en fait, où je me suis intéressée à l'histoire coloniale et aussi l'histoire commerciale, en fait, parce que Marseille n'est pas considérée comme une grande ville coloniale quand on a l'image des villes coloniales, justement, de l'époque de la traite transatlantique. Donc, on pense à Nantes et à Bordeaux. Mais sur une autre période, qui est le 19e siècle, Marseille est devenue vraiment la capitale de l'Empire. Donc, à la fois pendant le Second Empire, puis la Troisième République. Et c'est aussi comme ça que la ville s'est étendue et construite dans la forme qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, il y a comme une forme d'oubli ou de consentement créé par à la fois ce que vient de dire Franco sur la fabrique de ce consentement à l'école et cette désinformation permanente sur l'espace public dans lequel on se trouve. Et pourtant, Marseille, vraiment, c'est une ville où on dit, enfin, la mythologie. Je ne vais pas refaire l'histoire de Marseille ici parce que ça serait trop long. Mais on dit souvent, les Marseillais disent souvent, c'était 120 villages de pêcheurs qui aujourd'hui ont été réunis en une seule ville. Et en fait, pour réunir ces 120 villages de pêcheurs en une seule ville, les grands propriétaires terriens au 19e, qui ont fait fortune dans l'expansion coloniale de l'Empire, ont pu construire tous les quartiers qui ont relié ces 120 villages. Et l'architecture de la ville s'est créée comme ça. Donc en fait, toutes les rues et l'organisation de la ville est autour de cette expansion du 19e qui est uniquement due à l'Empire français. Et en fait, c'est quelque chose dont je me suis aperçue qu'on avait très très peu conscience en se promenant dans les rues de Marseille, à part peut-être le fait qu'il y a une ambiance haussmannienne qui est un peu louche. Donc on se dit, Napoléon est passé par là. Donc il y a le Palais Longchamp, quelques boulevards, et aussi cette rue de la République qui est très connue parce qu'elle partage en fait deux collines, la colline des Grands Carmes et la colline du Panier, et que Napoléon a fait percer parce qu'il détestait le quartier du Panier, qui est pourtant le plus vieux quartier, le vieux Marseille, le quartier créé par les Grecs, dans cette mythologie que Marseille est une ville grecque et tout ça, comme s'il n'y avait rien eu avant les Grecs. Enfin bon. Donc c'est encore une autre histoire. Et en fait, donc on se rend compte un peu qu'il y a Napoléon qui est passé par là, mais on ne va pas trop chercher plus loin. Et partant des détails les plus observables, donc ces statues, par exemple, qui sont au pied de la gare, donc, qui sont une piste un peu facile à suivre. C'est-à-dire que ces escaliers monumentaux étaient construits en 1927, parce qu'il y a une grande exposition coloniale à Marseille en 1906,
qui avait été créé justement, comme l'a dit Samboy avant, grâce aux sociétés de géographie, donc qui étaient composées à la fois de militaires et de géographes amateurs qui auraient aimé être des scientifiques et qui étaient en fait des militaires et qui voulaient continuer cette expansion coloniale et la propagande. Donc, cette volonté de faire des expositions pour dire au peuple que c'était super bien, c'est tous ces nouveaux pays que l'on allait avoir. Donc, il y a une exposition coloniale en 1906 et une deuxième en 1922. On crée le parc Chano qui, aujourd'hui, en fait, le stade Vélodrome est sur les cendres de l'exposition coloniale de 1906. Donc aujourd'hui, quand les gens vont à la grand-messe du foot à Marseille, ils sont sur les cendres de cette exposition coloniale de 1906. Et à Marseille, contrairement à Paris, là où le palais de la Porte Dorée existe toujours, le parc Chano a été entièrement détruit. Maintenant, c'est que des conteneurs et c'est un palais des expositions. Et on a effacé la mémoire. Et ça, c'est une spécificité de Marseille. On efface systématiquement les choses et la mémoire. Donc, il y a plusieurs quartiers comme ça qui ont été rasés par les différentes administrations parce qu'ils étaient trop gênants. Et donc, en continuant cette investigation-là, on se rend compte qu'une des mémoires qui n'a pas été effacée, c'est la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, à Marseille, on a une grande chambre de commerce et d'industrie qui est la première mondiale. C'était la chambre consulaire qui a été fondée en 1599. Donc, ça, on est sur une époque encore antérieure. Et ensuite, en 1860, on construit ce palais de la Bourse qui est au pied de la Canebière. Alors, je ne sais pas si des gens sont déjà allés à Marseille, mais vous êtes au Vieux-Port, vous montez 50 mètres la Canebière et à gauche, vous avez ce bâtiment type néo-renaissance avec des colonnades. Et derrière les colonnades, il y a un bas-relief énorme de 75 mètres de large qui est légèrement voilé par un filet anti-pigeon et qui est en fait une reproduction assez partielle du bas-relief à l'entrée du palais de la Porte Dorée. Donc avec le monde entier qui apporte absolument tout à une représentation d'Athéna, Marseille, donc pas la France. Donc on reprend toujours Athéna, c'est toujours exactement la même chose. Et donc en s'apercevant de ça, il n'y a aucune contextualisation historique. Et puis aussi, dans l'espace du présent, pour revenir à ce truc que l'histoire n'est pas du passé, mais on est toujours dans une continuité aujourd'hui. Le bas de la Canebière est un espace extrêmement populaire qui a été piétonnisé pour le gentrifier, ça n'a pas marché. Donc en fait, les gens continuent de venir. Depuis 2 ans, par exemple, c'est un lieu de retrouvailles de la communauté nigériane qui vient tresser les Marseillais, les Marseillaises. Donc il y a énormément de monde qui est là, au pied de ce palais de la Bourse. Et donc avec ce grand bas-relief que personne ne connaît, où il y a les dromadaires, les éléphants, les girafes, tout le monde est présent et on ne parle que de produits. Et si on rentre dans le palais de la Bourse, il y a tout un tas d'écussons. Donc c'est un grand hall monumental avec des écussons qui représentent toute l'histoire de Marseille. Et il y en a un énorme qui fait environ 6 mètres par 4, où la conquête d'Algérie est glorifiée. Mais ça, c'est pas un musée, c'est le palais de la Bourse. C'est là où il y a la Chambre de commerce et d'industrie, où toutes les entreprises françaises représentées dans le port de Marseille, qui est le premier port fruitier de Méditerranée, sont là et tous les jours passent devant et vont faire leurs transactions entre chefs d'entreprise sous la bénédiction de la conquête d'Algérie. Donc, en fait, c'est vraiment ce lien avec le présent et dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le monde des puissants français et marseillais, c'est-à-dire qui a l'argent à Marseille aujourd'hui, c'est directement les descendants de ceux qui ont fait fortune sur l'empire colonial. Et donc c'est cette évidence-là qui, moi, me pousse justement à vouloir absolument supprimer ces statuts ou ces manifestations-là. Et il y en a, là j'en cite une, mais il y en a beaucoup d'autres. Parce qu'il y a énormément d'hôtels particuliers à Marseille. Il y a des collines entières, le Roucas Blanc, qui est une colline privée de riches, bâtie uniquement de villas coloniales inspirées du Cambodge, etc., auxquelles personne n'a accès, parce que c'est uniquement réservé à des privés. Donc on a aussi la ville de France où il y a le plus de copropriétaires qui ont décidé de fermer les rues, les avenues, les boulevards pour rester entre eux. Donc on est vraiment dans une ville qui peut ressembler à ce qu'on nous dit de villes d'Afrique du Sud ou d'Amérique du Sud sur des espaces fermés. Et c'est cette construction, en fait, ou cette déconstruction de l'espace public, et encore une fois, se faire sentir aux personnes qui ne sont pas blanches dans cette ville qu'elles ne sont que de passage depuis 4500 ans, mais elles sont que de passage. Donc c'est vraiment toujours cette répétition de l'insulte à l'infini, moi qui
me fait dire que ben oui, il faut que faire de ces statuts ou de ces manifestations, les faire disparaître purement et simplement. Mais la deuxième chose, c'est réclamer de l'argent, parce qu'en fait, on est quand même dans un monde capitaliste, donc il y a l'argent qui est en jeu, et à Marseille, ça s'exprime très bien. Par exemple, je vais citer encore un petit exemple. Donc, l'ancien maire, qui est quand même resté 32 ans, Jean-Claude Gaudin, avait voulu absolument créer un quartier d'affaires à la Miami avec des énormes tours au bord du port, parce que ce port était en perte de vitesse, trop corrompu et tout ça. Donc, il a, au lieu d'avoir un vrai projet, il a cherché les plus grosses entreprises de la ville. Et à Marseille, on a 2 entreprises qui sont assez énormes. Donc, le numéro 3 mondial du transport de fret, qui s'appelle la CMA-CGM, donc, qui appartient à Jacques Saadé, donc, qui est décédé en 2018, mais qui a la 12e fortune de France et qui fait donc, le numéro 3 mondial du transport de marchandises sur les mers et les océans. Et donc ça, c'est à Marseille, c'est censé être une société familiale. La société est enregistrée aussi à la Chambre de commerce et d'industrie, bien sûr, parce qu'on revient toujours au même endroit. Et donc, on a fait construire une tour sur les restes du quartier ouvrier du port, parce qu'en fait, Marseille, le port, il date de 1900, c'est assez récent. Et ce port, il a été construit uniquement avec des travailleurs et des travailleuses de l'empire colonial qu'on faisait venir et qu'on installait autour du port. Et aujourd'hui, on est dans une destruction. C'est vraiment aujourd'hui le quartier de la Joliette, Arinque-le-Silo, donc qui sont un peu l'entrée des quartiers nord de Marseille derrière le port autonome. C'est une destruction systématique. Le quartier en entier sans le béton. Et on détruit, on exproprie, on envoie les gens ailleurs et on coule du béton. Et au milieu de ça, Jacques Saadé a fait construire sa grande tour de je ne sais pas combien d'étages par Zahra Hadid, une architecte iranienne. Donc aussi sous couvert d'utiliser l'intelligentsia non blanche mondiale. Donc c'est aussi ces façons de s'abriter derrière une pseudo-ouverture d'esprit, mais tout en gardant vraiment l'argent. Donc en fait, à Marseille, en tout cas, on est dans cette problématique-là, c'est comment on attaque directement les riches. Voilà, moi c'est ça. Olivier, même question, hein. Bon, à ce stade de la soirée, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui ont été extrêmement bien dites et auxquelles moi j'adhère complètement. Donc à la fin, je me dis que dire. Alors, d'abord que j'adhère vraiment. D'abord, merci pour cette invitation, Shade Publishing, ce premier livre vraiment important. Je trouve qu'on a besoin notamment d'une nouvelle génération d'éditeurs et d'éditrices qui font ce travail. Je ne pense pas qu'il n'y avait rien avant, et ça c'est malheureusement en fait nos positions de non-blancs en France et pour les afro-diaspores. On a toujours l'impression que notre vie elle commence aujourd'hui, donc ça il faut faire un tout petit peu un effort en fait. Et je trouve que se laisser enfermer dans un méta-récit qu'il n'y a rien eu avant, c'est oublier en fait 2 choses. Et ça pour moi, je vais parler après de la question de la représentation, puisque mon métier c'est de regarder les formes et les images. En termes de représentation, en fait, si on commence un tout petit peu à comprendre que l'État français est une espèce de machine à imposer du récit, et je crois que ce soir, on a eu beaucoup d'exemples de la manière dont le récit s'impose à l'école, mais aussi dans l'espace public de différentes manières. Je pense qu'on sous-estime un autre geste de l'État français qui, à mon avis, est hyper singulier de l'État français, même parmi les autres empires coloniaux, c'est une pratique de dispersion des récits. Et en fait, on est tout le temps en train de se dire « ouais, l'État français, si », mais nous, on n'a pas une... Non, c'est pas vrai, en fait. Il y a énormément de récits. Il faut vous poser la question de ce que les Black Panthers faisaient en Algérie en 69. Il faut vous poser la question de Bandung. Il faut vous poser la question des alliances qui se sont passées entre les Algériens et les Antillais dans les années 60, quand on les pousse à la Seine. Et ces questions-là, en fait, on se laisse doublement abuser, d'une part par la puissance de production d'une histoire dominante, mais aussi, et ça c'est notre travail, c'est notre responsabilité, par la puissance de dispersion des histoires minoritaires. Et donc ça, il faut vraiment qu'on soit, nous, notre travail, si on a quelque chose qui est entre nos mains, c'est de
c'est de retisser ça déjà. Et donc ne pas se laisser abuser, de se dire, voilà, enfin on commence à parler. Non, non, non. Si on regarde un peu, c'était très bien cette soirée commencer avec ce premier déroulement, comment dirais-je, historique qui nous montre qu'en 83, en fait, des gens avaient déjà fait un geste. Et si tu ne l'avais pas fait ce soir, on se dirait que ça commençait avec George Floyd. C'est hyper important de comprendre ce qui s'est passé aux Antilles. Je ne le dis pas que parce que je suis guadeloupéen, mais parce que je pense qu'en fait, deuxième chose, en termes de représentation, et ça a été dit par J. Hassani de manière très très fine, il y a un truc qui se joue très spécifique avec Schœchler, qui est beaucoup plus intéressant que Colston pour moi. Mais je dis ça parce que j'ai écrit sur les deux. Parce que qu'est-ce qui se passe avec Schœchler ? En fait, si vous faites tomber la sculpture d'un vraiment un mauvais blanc, c'est un espace de consensus automatique, quoi. Même les Blancs viennent, quoi. Ils disent, ouais, non, lui, il est vraiment mauvais, on va le faire ensemble. Et si vous regardez les images de Bristol, il y a énormément de Blancs qui le font. Et donc, c'est un truc même de foule. On a vu, hein, c'est un mouvement de foule. Il n'y a pas une foule hein, à la Martinique pour faire tomber Schœchler. Parce que d'abord, les Blancs, ils ne viendraient pas. Ça, c'est important. Et ceux qui y vont, ils prennent beaucoup plus de risques parce qu'on n'est pas sur un terrain de consensus. Et ils vont se faire réprimander, y compris par des gens à la Martinique. Et ça, moi, c'est le syndrome que j'appelle des mauvais nègres contre les bons noirs. Et ça, c'est un truc extrêmement important dans le champ de la représentation. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, ça rejoint ce que Franco a expliqué. D'une certaine mesure, ce qu'on nous sert et qui est vraiment un héritage dans les mots, dans la manière de dire, dans la manière d'exprimer les choses, qui est très important. Quand vous venez un professionnel dans un domaine, et quand vous êtes un non-blanc et que vous finissez par avoir un petit peu d'écoute, qu'est-ce qu'on vous demande ? On vous demande de la nuance. La nuance, cette expression-là est une expression purement raciste. Ça veut dire qu'en fait, vous risquez, parce que c'est le problème avec les non-blancs, de manquer de nuance. C'est-à-dire que vous risquez de dire quelque chose d'une manière un petit peu comme Romain qui joue de la percussion. Vous risquez de faire un peu trop de bruit. Alors on dit, oui, mais tu ne crois pas qu'il faudrait avoir un peu de nuance ? Qui est une expression raciste. Vous la notez. Hein. À chaque fois que vous l'entendez, ça, c'est raciste de dire ça. D'abord parce qu'on a des manières différentes de s'exprimer. On a un pays composé de beaucoup de manières différentes de s'exprimer. Et que toutes ces manières-là, on doit être hospitalier à ces manières de s'exprimer. Pourquoi il faut faire tomber les statues ? Parce qu'à un moment donné, il faut manquer de nuance. Il faut commencer par ça. Une fois qu'on manque un peu de nuance, on vient demander à ceux qui veulent de la nuance de s'expliquer. Tu vois ? Donc on inverse les rôles. Pourquoi tu voudrais qu'on mette de la nuance ? Il y a une statue, moi je veux qu'elle tombe. Non, tu ne penses pas qu'on pourrait faire un truc plus nuancé ? Non. Mais toi, explique-moi pourquoi tu penses que ça peut être plus nuancé, de quelle perspective tu parles, pourquoi tu veux que ce soit plus nuancé. Moi, j'ai l'impression que c'est le début de quelque chose. Et le début de cette chose-là, c'est très important. Et ça, pour moi, c'est central. C'est la question de la morbidité des représentations contre le vivant. Et J. Hassani l'a dit, hein, quand ils mettent vraiment ces plantes, cette permaculture, c'est la lutte du vivant et c'est notre lutte et c'est ça qui nous rassemble. Et ça, c'est un truc sans nuance. C'est non négociable, le vivant. Hein. Vous dites, moi, je veux rester vivant. George Floyd, il voulait rester vivant. Il n'était pas en train de négocier, de dire, peut-être, tu vois, ton arrestation. Non, il voulait rester vivant. Là, il n'y a pas de nuance, en fait. Et ce qui est terrible dans cette image-là, c'est que c'est finalement une image sans nuance qui provoque un mouvement mondial. Vous le reconnaissez ? C'est bien cette image-là dégueulasse qui va tourner et qui est impossible à regarder, qui, pour moi, qu'on ne devrait pas diffuser, mais qui est là. Et cette image sans nuance, d'un coup, des gens vont dire, on fait tomber des statues. Mais ce qui est très différent, c'est qu'en fait, dans ce geste sans nuance à la Martinique, il y a une nuance. Donc le geste sans nuance, c'est de faire tomber la statue, on déchouque, et donc on enlève la tête, et j'y reviendrai, on enlève la tête, on déchouque donc, mais en fait il y a une nuance. C'est-à-dire qu'on n'attaque pas Colston, qui est un espèce de mauvais blanc. On attaque un bon blanc. Donc finalement c'est violent, les gens ils disent franchement vous connaissez rien à l'histoire, ou alors vous connaissez mieux l'histoire que nous. Ce qui est le second cas, en fait. Ces jeunes gens ont fait beaucoup plus de travail au niveau historique. Pourquoi ? Parce que le risque aujourd'hui, qui devient de plus en plus évident, chaque jour de plus en plus évident, de ce qu'a été l'Empire français, que les Français ignorent la plupart du temps, de ce qu'a été réellement l'Empire français et de ce qu'il est encore aujourd'hui. La solution, c'est d'aller sur la nuance. Le passé est le passé, il faut le resituer dans son contexte. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a eu des belles resituations, remises en situation de contexte qui nous montrent que même dans la situation passée, c'est extrêmement problématique, ces choses-là. Et ça ne vient absolument pas d'un consensus, mais d'une décision politique relativement précise, de gens qui sont quand même une minorité de gens qui décident pour tout le monde. Mais en fait, avec Schœchler, ce qui est hyper important, c'est qu'est-ce que c'est que cette reprise ? Et Malcolm en a parlé, quoi. C'est la reprise du récit de l'émancipation. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de nous servir comme contre-récit ?
on est en train de nous servir, et le président de la République qui nous écoute peut-être, et qui nous écoutera peut-être bientôt, qui en tout cas nous a, à certains d'entre nous, fait des offres de service pour participer à sa représentation, il s'agit de ça. Eh ben, l'idée maintenant, c'est de se dire, OK pour l'émancipation des Noirs. OK, là, OK. Mais par contre, c'est nous qui faisons. Hein. Vous venez, on vous invite, parce que c'est la suite d'un spectacle. Est-ce que, pour reprendre ce dont parlait Franco juste avant, qu'est-ce qui est vachement intéressant et terrible à la fois dans le Code noir? C'est qu'en fait, le Code noir, ça vient réguler une situation de fait, d'accord? L'esclavage, il y a des planteurs qui sont des privés, et on pourrait dire que le Code noir installe le premier partenariat public-privé. Mais c'est pas une blague, hein. C'est que l'État revient dans la boucle en disant bon, on vous laisse pas faire n'importe quoi là, parce que vous avez acheté des esclaves, et puis on voit que parce qu'en fait le sucre ou la canne, le coton, tout ça va être vendu pour la métropole. On se rappelle quand même que le sucre, c'est comme le pétrole à cette époque-là. Hein. C'est un bien extrêmement puissant. Tout à l'heure, tu disais comment Marseille a été construit, mais comment Paris a été construit. Sans sucre, il n'y a pas la ville de Paris, vous connaissez quoi. À un moment donné, il y a un argent qui vient, il y a une plus-value économique capitaliste qu'on n'a jamais revue depuis. Donc le problème qu'on va avoir avec les capitalistes, c'est quand même un problème de nostalgie économique. Tu dis, on n'a jamais fait de tels profits, c'est des profits incroyables. Donc les planteurs là, qui sont un peu cons, qui vont taper un peu trop fort un esclave, tu vois, et qui vont le tuer, ben, ils bousillent le business, quoi. Donc c'est pas un truc humaniste. Moi j'ai vu un historien, parce qu'il paraît qu'ils sont vraiment historiens conservateurs, qui écrivait cet acte-là il est débile. Voilà, je l'ai lu sur internet, c'est dans le Figaro, je l'ai pas lu dans le Figaro, mais je l'ai lu. Et donc il dit ils ont rien compris, voilà, la brigade anti-nécrophobie, ils ont rien compris. En fait, en réalité, même si ça vous paraît dingue, en fait, Colbert a tenté avec ce texte d'adoucir un peu le sort des esclaves. Alors ça, c'est la contre-histoire de base. Parce que c'est pas vrai. Parce qu'en fait, c'est un business économique. Et donc Louis XIV se dit ils font un peu n'importe quoi, les mecs, au début de la chaîne, là. Il faut organiser ça mieux. Et il y a deux choses qui se passent. Donc, du coup, ils vont mettre des règles de ce qu'on peut faire à un esclave selon les fautes qu'il a commises. Ça devient un document, et le Code noir, il faut le lire, hein, c'est vraiment un document, un rapport entre l'anatomie, et donc là, ça parle de la question du corps comme un élément extrêmement important du capitalisme quand il touche aux non-blancs, l'anatomie reliée à la peine et à l'argent. Qu'est-ce que ça peut rapporter et qu'est-ce qu'on fait quand ça veut s'enfuir, ça veut, etc. Mais l'autre chose qu'ils font, et ça, à mon avis, ça passe sous les radars et pourtant c'est fondamental pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur les scènes de la culture. Pour certains qui ont entendu parler des dernières célébrations à l'Élysée, par exemple, de Monde Nouveau, qui est un ensemble de commandes publiques qu'a fait le gouvernement français, c'est que le gouvernement à ce moment-là réglemente aussi des châtiments dont certains vont devenir publics. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils se disent, si vous tuez un esclave, alors au moins il faut le faire publiquement. C'est-à-dire que si tu tues un esclave au fond de ta plantation, bah, tu as un peu bousillé le business et en plus, ça ne sert à rien. Par contre, si on chope un esclave exemplaire, un fuyard, un rebelle, alors on fait une mise en scène, quoi. On fait une mise en scène. Donc on est au début d'un principe de représentation d'une loi nécropolitique. C'est extrêmement important. L'État dit on ne tue plus d'esclaves dans le privé. Là, non. Si vraiment un gars c'est too much, on fait un spectacle aux autres esclaves. Donc deux choses. Ce qu'a dit Franco, c'est-à-dire un spectacle de distinction. Je ne suis pas noir, donc je ne suis pas concerné par ça. Donc je me sens quelque part encore plus humain pour le public blanc. Et pour le public noir, c'est la terreur. C'est la terreur. Et la pratique de la terreur, de ce qui peut arriver quand tu es noir, est à la base d'une politique aujourd'hui. C'est d'un côté, est-ce que tu veux une médaille? Et on remet tout le temps des médailles en même temps qu'on tue des gens. Ça, c'est hyper important. Ça va en même temps. Donc les gens, ils disent, ouais, mais tu vois, en gros, si tu te comportes, il y a le bon et le mauvais nègre. Si tu fais bien ton truc, tu as une médaille. Mais depuis le temps de la plantation, il ne faut pas non plus croire que la séparation se fait juste entre noir et blanc. Elle se fait entre noir et blanc. Parce qu'il y a deux catégories de noirs, en fait. Il y a ceux qui vont rentrer dans un consentement plus ou moins actif, plus ou moins stratégique, ça va dépendre. Il y a plein. Et puis il y a ceux qui ne vont pas le faire ou vont tenter de ne pas le faire. Mais en tout cas, la mise en spectacle de la violence, pour moi, est une manière dont on doit regarder comment fonctionne le champ culturel aujourd'hui à l'endroit des personnes non blanches. C'est-à-dire que, OK, on a entendu émancipation, ça se passe au palais, tu ne viens pas au palais, tu es mort. Et là, je vous dis, ce n'est pas des blagues. Hein. Tu es mort d'autres manières. Tu vois, discrédit. Et là, pourquoi les gens écrivent en disant « J'ai lu votre travail, je trouve ça très intéressant, mais là, je trouve que vous manquez de nuances. »
Alors, avant de passer la parole à Evan, on va passer une vidéo d'une performance qu'elle a faite, que certains d'entre vous. C'est Gallieni, hein, c'est la statue de Gallieni, derrière l'école militaire. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez vu à l'époque, mais enfin, Ivan va vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, merci pour cette invitation. Et, je suis très honoré, content de partager ce moment avec vous toutes et tous. Alors, je vais vous parler rapidement de ça et aussi d'autres idées. Déjà, commencer pourquoi ces statuts devraient partir. Je pense qu'avec tout ce qu'on vient d'écouter, c'est plutôt pourquoi pas. Et donc, avec François, on s'est rencontrés à peu près 1 an et on a commencé à réfléchir à quoi faire. J'ai une petite expérience autour des interventions sur des monuments. D'un autre point, depuis un autre continent, je suis colombien. Et donc de Bogota. Et la ville de Bogota et la plupart des villes en Colombie, elles sont remplies des statuts de... Pourtant, ça fait plus de 200 ans que ce sont des nations libres de l'Espagne, mais ils sont remplis des statuts des conquistadors qui ont été faits récemment en plus. Ce n'est pas des statuts qui datent. Et notamment, par exemple, à Bogota, quand on arrive à l'aéroport, le premier monument qu'on voit, c'est le monument au roi catholique. Qui est en plus c'est Isabelle la catholique et Christophe Colomb, donc c'est pas le roi, donc il y a une histoire bizarre. Je sais pas s'il y avait un romance et il y avait une histoire de cul derrière tout ça. Et j'ai grandi dans une famille militante et j'ai des souvenirs d'enfants d'être au manif. J'ai des souvenirs d'images de famille avec mes parents qui sont sur des statues à faire des choses. Donc pour moi, c'était un truc un peu naturel de me poser la question de la présence de ces objets-là et de ces personnes-là qui sont envahissantes, qui crient fort. Je ne peux pas cesser de les voir à chaque fois qu'elles sont présentes. Et pourtant, on a tendance à oublier qu'elles sont là. Mais elles font un bruit bien fort et bien nuisif. Et du coup, c'était même en tant qu'adolescent, c'était un peu naturel d'aller m'enivrer avec mes amis sur les monuments comme une espèce de hobby et aussi dans un signe un peu d'irrespect, enfin de confrontation, quoi, aller les confronter physiquement, pas non seulement dans les idées, mais genre qu'est-ce que tu fais là, quoi, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu es là, et puis aller lui dire au visage, quoi, ivre. Et donc ça, c'était un peu un entraînement. Après, je suis devenu artiste. Mais cette question est restée toujours en vie. Et une des premières actions que j'ai fait, ce sont des gestes un peu indépendants aussi. Il y a un monument en Colombie à un monsieur qui s'appelle Francisco de Orellana, qui est un conquistador, qui est celui qui a découvert l'Amazonie. Lui, tout seul, il est arrivé, il a tout découvert. Il a d'ailleurs donné le nom à l'Amazonie parce qu'il croyait qu'il y avait des Amazones. Donc il avait aussi un fantasme, j'en sais rien. Et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et au parc central de Bogota, il y a une statue qui dit « La Colombie honore Francisco de Orellana, découvreur de l'Amazonie », et puis il y a une statue de lui. Et ça me semble tellement offensif, tellement agressif,
Alors un jour, à travers une sorte de projet d'art, en fait, je faisais un tournage, j'ai trouvé une lettre, une permission pour pouvoir tourner assez vaguement, qui disait monsieur, il est autorisé d'aller filmer dans les parcs. J'avais demandé à la mairie de m'autoriser à faire ça, mais ils ne savaient pas ce que j'allais filmer. Alors, ce que j'allais filmer, c'est des interventions sur des monuments. Donc, notamment sur celui-là, ce que j'ai fait, c'est j'ai couvert des miroirs. J'ai mis 4 miroirs autour de la statue pour la faire disparaître. Donc, il y a une sorte de mirage, on ne la voit plus. En fait, ce qu'on voit, c'est assez beau parce que c'est les arbres qu'ils ont autour. Donc, d'un coup, c'est la nature qui mange l'image du type. Et c'est plus l'image de ce type-là. Et il y avait cette idée aussi avec l'Imoire que pourquoi on aurait ces personnes-là et pas tout le reste en fait, qui est autour, tout le contexte qui est autour. Et donc, il y avait cette idée avec le miroir de renvoyer au tout autour et tout ce qui n'est pas ce gars-là, en fait. Et dans la même énergie, je me suis fait aussi le monument au roi catholique. Et ce qui était drôle, c'est quand on est arrivé, c'était en 2011-10, j'étais avec une bande de gens avec qui je faisais donc mon tournage. À la police, parfois, elle passait, moi j'avais ma lettre et je disais, bah non, je fais mon tournage. Et, donc ça, c'est des stratégies aussi, je pense, qui sont intéressantes. Et on est arrivé, Isabelle, en fait, c'était quelque chose que j'avais commencé à Madrid, parce que j'avais été à Madrid, c'est une des dernières villes que j'ai visitées en Europe. Je suis arrivé ici en 2006. Et en 2002, j'étais à Madrid, un peu choqué. Je me sentais identifié avec la culture, mais en même temps lointain. C'est mes premières aussi des actes directement de xénophobie en habitant là-bas à peine quelques mois. Et, du coup, il y a une allée où il y a des rois d'Espagne et je me suis dit que c'était plus honnête de faire des monuments métis. Du coup, j'ai commencé à mettre des ponchos l'un sur les autres jusqu'à que la police m'ait arrêté. Mais je me suis en sorti en disant qu'ils avaient froid et qu'il fallait les habiller. Et bon, quand on est arrivé en Colombie sur la statue d'Isabelle la catholique, c'était assez marrant parce qu'elle était colonisée par des abeilles. Et du coup, c'était très difficile de monter. C'était une statue, un monument très, très haut. Et d'ailleurs, je suis très content aussi parce qu'il y a 2-3 mois, elle a été enlevée grâce à l'action de Misak, d'une communauté indigène. Bravo pour eux. Donc, il n'y a plus ce monument qui accueille, il n'y a plus les rois catholiques. Ils sont partis dans une chambre, monsieur Christophe et Isabelle. Et donc, c'est des actions comme ça. Du coup, ici, avec Françoise, Françoise avait connaissance de ces choses-là. On s'est demandé quoi faire avec le monument de Gallieni et je me suis dit que c'était futile de faire une de ces interventions parce qu'on serait content et montrer l'image, ça serait satisfaisant d'une intervention quiconque. Alors je me suis dit que le plus heureux, c'était le jour tout banal où l'administration déciderait par un truc un truc administratif de l'enlever après une sorte de réflexion honnête. Mais ce jour-là n'est pas arrivé et il est peut-être loin qu'il arrive, j'espère que non, mais j'ai décidé du coup de l'inventer. Et donc je me suis déguisé avec mes collègues en travailleurs de la ville, en allant étudier un peu le terrain avant. Donc il faut aller étudier les terrains avant, il faut savoir quelles sont les meilleures heures, il faut savoir. Du coup on s'est habillé tout simplement en travailleurs de la ville, on s'est habillé tout propre, on a mis des barrières. On a loué la grue la plus grosse, la plus rouge, la plus belle qu'on pouvait faire, qu'on pouvait louer. On l'a placée devant sans demander rien à personne. Il ne faut pas être pressé, il faut être calme. C'est le temps de travail, donc il faut le faire durer. Et puis, je suis monté, attaché la statue. On l'a attachée à la grue. C'était devant le musée des militaires, donc il y avait des militaires, des policiers qui passaient, mais en tant que travailleur, on est invisible. Comme la plupart des travailleurs, nous sommes invisibles. Alors, et là, on a fait cette vidéo, on voit qu'on soulève cette statue. Et on l'a publié dans la presse à travers dans Regard, à travers Pablo Pilo-Vivienne, qui a écrit avec l'accord aussi de Regard, en disant un article aussi banal, en disant voilà, finalement, c'est passé, quoi. Et ça a généré aussi, ça a généré une suite et une chaîne de réactions sur Twitter notamment, et des milliers de vues. Et puis des gens, en fait, c'était très heureux de voir à quel point les gens étaient contents. Parce que je m'attendais tout de suite les réactions, on s'attendait tous les réactions très violentes, tout de suite de la droite, machin, pourquoi, nos zéros, non, tout ce qu'on
on a parlé ici. Et en fait, non, c'était plutôt heureux. C'était plutôt pourquoi pas changer cette rue, pourquoi pas changer la station de métro. Il y en a d'autres, plein d'exemples par-ci et par-là. Et à la fin, ça a commencé à devenir plus politicien, machin. Et du coup, la mairie du 7e arrondissement, c'est là où ça se passe. Et j'imagine, je ne sais pas ce qui s'est passé le matin dans ces bureaux, mais ils ont décidé d'envoyer quelqu'un pour voir si la statue était toujours là. Et elle y était, en fait. Et on ne l'avait pas prise. Et aussi, je pense qu'on ne l'avait pas prise parce que ce n'était pas genre, notre responsabilité à nous trois, mais c'est aussi la leur et c'est la nôtre, peut-être, à nous tous. En fait, ce qu'on a fait, j'en ai fait monter, j'en ai fait attacher la statue. En fait, avec des effets spéciaux, on l'a enlevé. Bon, dans l'idée de créer un peu un choc médiatique et de parler de sujet et de pousser à que ça arrive. Enfin, l'idée, c'est que d'ici peu, cette vidéo, elle soit pas une fiction, mais ce soit juste un pur document. Et voilà. Alors, ce que je pense, c'est que là, par exemple, on est quoi, 200, 300 Et il y a des actions à faire, en fait. On a l'espace public, un lieu où on est censé, en tant que citoyen, de ne pas agir, de ne pas dire quoi que ce soit. C'est comme si on était, déjà, personne n'a demandé d'être né, mais on est né, et puis on est là, et puis moi, je suis très content d'être là, j'espère que vous l'êtes aussi. Mais c'est comme si j'étais ici, et on n'avait pas le droit à dire quoi que ce soit, ni à intervenir, ni autant ne rien dire, autant passer invisible, rester invisible et mourir invisible. Et je trouve que c'est vraiment injuste parce qu'on a très peu de temps et il faut juste agir, en fait. Et avec des actions simples ou compliquées, planifiées ou non planifiées, on peut faire plein de choses. Et là, on est 300 ou plus, donc il y a des choses à faire et il faut s'y mettre. Voilà. On a discuté d'ailleurs un peu, puis on va quand même vous laisser parce qu'il y a de la musique, tout ça après. On avait discuté, on s'était dit d'ailleurs qu'il faudrait que ce soir, ce ne soit pas simplement cette présentation qu'on vous a fait avec toutes les choses dont il y a tellement de choses à réfléchir, plein de choses, et de vraiment, de chaque fois de passer devant une statue, que nous devenions curieuses et curieux. Vraiment, ça c'est une première chose à faire. C'est pas là comme ça. C'est vraiment chaque fois. Mais nous, on discutait un petit peu avec quelques-uns, et on se disait ce soir, il faudrait qu'on se constitue en brigade et de voir, parce que nous devions intervenir sur le monument marchand. Je crois que c'était avant le premier confinement. J'arrive même plus à me souvenir tellement avec les confinements. Et puis, bon, ceci, cela, ça n'a pas eu lieu. Mais nous avons des éléments d'intervention qui sont là, hein, qui avaient été préparés cette intervention n'a pas eu lieu. Et donc, il est toujours possible de faire quelque chose et de voir si parmi vous, ce soir, il y aurait des volontaires pour que faire quelque chose. Il faut agir, il faut déclencher quelque chose. C'est ce que dit Ivan, c'est ce que dit Franco, Myriam, Olivier. Il faut déclencher quelque chose. Il ne faut pas simplement en parler. C'est vrai qu'il faut y aller sur le terrain. Il y a des choses à faire. Il y a des choses qui ont été faites en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qui montrent le chemin et qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut absolument refuser cette insulte, comme le mot de Franco, cette insulte quotidienne, ce crachat au visage quotidien qu'il y a. Il faut commencer par un monument. Le monument marchand, ce qui est bien, c'est que bon, il y a de l'endroit, je veux dire, il y a de la possibilité, quoi, je veux dire. Donc, il faut quand même choisir aussi. Et il y a, c'est ce que disait aussi Ivan, il y a des choses à faire, il y a des possibilités, il faut aussi qu'on imagine des actes. Je veux dire, il y a des tas de choses aussi à faire. Et il faut le faire parce que c'est vrai, et ça pour reprendre ce que disait Olivier, nous sommes face à une contre-offensive d'un multiculturalisme néolibéral qui se dit, tiens, il faut quand même lâcher un peu de l'Est, et qui est la grande stratégie de diviser pour régner, quand même, qui est une stratégie qui a toujours été là, et d'aujourd'hui de faire entrer quelques-uns et quelques-uns
et puis de dire les autres, ils sont trop radicaux, ils sont trop énervés, et puis ça, c'est mieux que rien. Après tout ce qu'on vous donne, c'est mieux que rien. Vous devriez déjà être content. On fait rentrer une femme noire au Panthéon, mais vous devriez être content. Et donc, on devrait se contenter chaque fois de peu, du tout petit peu. Et que, comme disait Olivier, qu'on nous accorde en plus selon les conditions, évidemment, et selon les formes discursives, esthétiques, culturelles, ce que tu disais aussi, Franco. Donc ça, il faut absolument... Et là, il y a une réelle contre-offensive aujourd'hui, réelle, et notamment l'art et la culture sont ce que disait Olivier, sont un des endroits où cette contre-offensive néolibérale se déroule aujourd'hui, parce que bon, les ouvriers, on les écrase, puis on leur tape dessus, puis on les licencie, les réfugiés, on les envoie à la mort, mais là, on peut trouver, parce qu'effectivement, là, on est en train de découvrir les jeunes artistes, etc., c'est un lieu vraiment. Donc il faut vraiment, on veut d'ailleurs, avec Olivier, je peux le dire, hein, on veut poursuivre on veut absolument vraiment poursuivre ce débat de cette offensive de multiculturalisme néolibéral qui attrape beaucoup de jeunes artistes parce que l'État a organisé une précarité terrible. Et donc, du coup, offre trois choses et que, on se dit, c'est mieux que rien, c'est une occasion, c'est une opportunité. Et il faut vraiment se méfier. Je veux dire, on nous dit, cette reconnaissance, elle se fait selon les conditions, selon les normes que les dominants ont mis en place. Donc, sans conflit, sans discussion, la reconnaissance, elle se fait ainsi, c'est-à-dire, en fait, c'est reconnaître pour ne pas reconnaître. Donc voilà, je te passe la parole. Donc pour nous, là, ce soir, à travers ça, ce livre, c'est vraiment d'ouvrir, de poursuivre, de ne pas s'arrêter ce soir, de poursuivre vraiment ces débats et ces discussions, parce qu'il y a de grands dangers. Oui, je voulais juste ajouter très rapidement un mot, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on donne l'impression qu'il n'y a que des choses négatives qui se passent et que c'est très difficile. D'abord, moi, je dois vous dire, pour faire partie des gens qui, voilà, on est quelques-uns à être depuis longtemps dans ces questions-là, on a gagné énormément de victoires. Hein. D'abord, on parle selon nos mots. Moi, je connais en face de moi des gens qui disaient jamais Olivier racisé, je le dirai jamais. Et là, maintenant, ils disent racisé. Ah bah tu dis racisé maintenant. Ouais, je dis racisé. Ok. Et en fait, on a travaillé. Et en fait, des combats qui sont pugnaces, durs et sur des lignes dures donnent des résultats pour tout le monde. Donc ceux qui ont envie d'être dans un rapport plus nuancé, au moins, il faut qu'ils aient en tête que ce n'est pas la nuance qui nous a donné le droit de parler aujourd'hui, de faire des bouquins, de faire des choses. Ce n'est pas la nuance. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a des gens qui ont fait des luttes et c'est dans ce lit-là qui est fragile, dans ce petite rivière fragile qu'on peut un tout petit peu naviguer. Moi, je veux vraiment leur rendre honneur. Et parce que la nuance, ça ne nous a pas apporté de bonnes choses, quoi. Donc il faut juste rappeler que le discrédit qui est porté sur les gens qui luttent, alors le terme activiste est devenu un gros mot, tout ça, on doit toujours s'excuser de ne pas être activiste. Moi, je suis un métier où il ne faut pas être activiste si on veut être un bon intellectuel. Donc c'est quand même un peu compliqué. Si on veut être un noir brillant, c'est un noir pas activiste. Sinon, vous êtes un noir sans nuance. Tant pis pour vous. Et en fait, et ça, c'est vraiment important parce que je pense que ça il ne tient qu'à nous, en fait. On a été dispersés, on a été atomisés par un discours extrêmement habile. On ne peut pas continuer comme ça, quoi. Et donc maintenant, si des choses se sont reconcentrées, se sont rassemblées, c'est par la force de gens qui ont combattu de manière difficile, parfois un peu dans le désert. Il faut leur rendre hommage et il faut se rappeler que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est aussi maître d'un agenda. Si on lâche ça, on va reperdre l'agenda, on va re-exploser. Les Africains, ils ne parlent pas aux Antillais. Ah, attention, les Arabes, ils ont été esclavagistes, donc vous, les Antillais, il ne faut pas parler avec les Arabes. Je cite quelques exemples, la liste est longue. Hein. Mais il faut arrêter avec ça. On n'a pas beaucoup de force, on n'a pas le luxe de se diviser nous-mêmes, et on n'a pas le luxe de ne pas reconnaître en fait, la qualité de nos luttes. Parce qu'au moins, on a ça, parce qu'on est du côté du vivant. Merci à vous. Je veux aussi ajouter qu'on doit rester vigilant sur la solidarité. Hein. Hassani, que nous avons entendu, elle a été inculpée pour cette histoire de Schœlcher.
Il faut absolument être vigilante et en solidarité. Franco aussi a passé, et G d'ailleurs est venu témoigner, était venu de Guadeloupe pour témoigner au procès. Et moi aussi, moi aussi, et moi aussi. Et donc il faut vraiment aussi, parce que ces victoires que nous gagnons et que nous gagnons tous les jours, elles font évidemment extrêmement peur au pouvoir. Et ça, ces méthodes sont les méthodes habituelles de criminalisation, de diffamation, de division et d'inculpation, d'épuiser à cela. Donc c'est vraiment la solidarité qui nous protège de ça, qui apporte, qui nous permet de continuer. Et cette solidarité, c'est absolument essentiel. C'est absolument essentiel de se constituer en collectif, de se constituer en groupe, en communauté, de rester absolument ensemble. C'est ça. Parce que pour eux, c'est aussi de personnaliser, hein, c'est un peu ce que tu disais, Olivier, c'est-à-dire, non, mais cette personne-là, ne la fréquentez pas, c'est pas bien. Par contre, vous êtes les bonnes personnes. Hein, c'est vraiment... Et ça, c'est donc de rester absolument ensemble et de rester absolument solidaires, vraiment dans une constante, parce que c'est cela qui vraiment c'est nos stratégies de lutte. Je pense que vraiment, on va pas... Tu veux dire quelque chose? Pardon, vas-y. Non, je veux juste rajouter un petit point juste par rapport au combat que les militantes et les militantes ont eu en Martinique et ailleurs à La Réunion, en Guadeloupe, que nous, personne dit dans l'espace de France métropolitain, on doit vraiment... justement être solidaire aussi avec ces colonies françaises qui sont lointaines et prendre nos responsabilités en tant que personnes qui sont dans le territoire français. Et aussi que c'est pas juste un combat de personnes racisées, justement, et que en fait, les personnes blanches doivent se sentir aussi concernées. Et c'est pas un combat aussi que de Paris, pour moi, enfin aussi pour recontextualiser, que ce soit à Marseille ou n'importe quelle ville de France, village a ces monuments coloniaux. Par exemple, moi j'ai grandi à Clermont-Ferrand, qui est la capitale de Michelin, qui est une ville née sur l'exploitation de l'EVA. Et ça perdure encore aujourd'hui. Donc, dans chaque endroit de France, dans des villages, il y a des monuments. Et aussi, on doit vraiment être solidaire. Mais les personnes qui ne sont pas directement concernées par ces histoires-là doivent être solidaires. Et c'est la seule manière qu'on aura en France, enfin, de faire tomber des statues, là où en Martinique, ils ont déjà montré l'exemple. Tu veux dire quelque chose, Franco? Bon, la soirée n'est pas du tout terminée. Hein. Là, on va passer à la musique et ensuite au DJ. Donc, vraiment, en tout cas, merci à Ivan, Olivier, Myriam et Franco. Évidemment à Lydia, mais Lydia va peut-être reprendre. Hein. Tu voulais... En tout cas, voilà, hein, c'est pas terminé. Restez attentifs. On fera circuler les informations sur la prochaine action.